Depuis juin 1940, l'Allemagne nazie occupe la France. Durant cette période, la population française s'efforce de retrouver et continuer un semblant de vie sociale. Bravant les interdits, des bals clandestins sont organisés, comme à Valençay avec l'orchestre de Robert Louet. J'étais très étonnée venant de Paris qu'il y ait des bals clandestins organisés pour la jeunesse. À Bourret, près de Montrichard, les bals ont lieu dans les caves champignonnières. Il fallait changer de lieu pour ne pas se faire pérer. Puis il y en a un qui montait la garde. Les musiciens se déplaçaient souvent à bicyclette, comme Maurice Toupet, un jeune accordéoniste de Chabris. À Grasset, les responsables de la résistance sont Georges Chalandre et Camille Lévesque pour l'armée secrète, Henri Gauthier pour les FTP. J'étais contacté par Damien Béliard, un paysan de Juilly, qui avait pour mission de prendre contact, de monter des groupes à Saint-Georges et à Genouilly. Dans la nuit du 14 au 15 juillet, des sabotages ont lieu entre Gièvres et Villefranche-sur-Cher et aux Ajoncs, commune de Chabris. D'août à septembre, Roland Despins et Jeannot Bizot rejoignent à leur tour les maquisards, qui se réfugient alors au hameau des Minots. Donc nous sommes ici au Minot, un lieu-dit de la commune d'Orville. Alors la maison qui est derrière, donc c'est tout simplement la maison Le Turnier. Donc c'était une petite épicerie buvette. Roland Despins va s'installer là vers la fin de l'année 1943. Il restera là jusqu'en février 1944. Donc il a des amis, Jeannot Bizot, qu'il a rencontré à Chabris, et aussi le trio Jean Petit, André Desroches et Georges Bray. Cette réunion a lieu donc en novembre 1943 et présent pour le Lindre, Théogène Briand, dit Alex, de Dun-le-Poilier. Théogène Briand va mettre sur pied donc un triangle de responsables. Dans l'ordre, Roland Despins qui va être responsable militaire, Jeannot Bizot qui va être responsable aux effectifs et aussi trésorier du trio. Et le troisième, c'est Robert Baudouin qui va être responsable donc au matériel, c'est-à-dire pour les parachutages. Donc ce triangle va perdurer jusqu'en avril 1944. Roger Caillot, instituteur, 35 ans, est à l'origine du maquis de Frédille. Maxime Bonnet, âgé de 22 ans, également instituteur, le met en contact avec les FTP de Dun-le-Poilier. L'homme d'affaires belge Georges de Lovinfosse est hébergé à Vatan chez Marcel et Lucienne Roux. Il organise des opérations aériennes près du château d'Entraigues, propriété de Madame Bouchardy. Dès le lendemain, elle part pour Châteauroux, où Henri Corniolet, son fiancé, l'attend. La mission de Pearl est d'assurer la liaison entre les antennes du réseau Hector stationnaire du major Southgate. Nous sommes en forêt domaniale de la Vernus, sur la commune de Bagneux, et devant l'emplacement donc du maquis qui va vivre là pendant l'hiver 43-44. Jean Petit est responsable du campement. Le maquis s'étoffe avec l'arrivée de 2 Ardennais de 20 ans, Robert Cravaux et René Arnaise, 2 Parisiens, Gilbert Wagner, 22 ans, et Georges Schwartz, un jeune juif de 21 ans. Parmi les fermiers qui aident les maquisards, la famille Tiffineau à Orville et la famille Delandine à Bagneux. Monsieur Fauché, instituteur et secrétaire de mairie de Dun-le-Poilier, fournit les faux papiers aux maquisards. Donc les actions des maquisards lorsqu'ils sont en forêt de la Vernus, elles sont multiples. Ça va être des sabotages de pylônes, mais aussi des sabotages de voies ferrées. Donc un maquis actif avant le débarquement avec 2 caractéristiques essentielles. La première caractéristique, c'était des effectifs réduits. La deuxième caractéristique, c'était des maquis qui n'étaient pas sédentaires. Ils devaient se déplacer au fur et à mesure des différentes recherches. Pour le maquis de Dun, avant le débarquement, on a 11 déplacements. C'est vraiment l'emplacement de la Vernus où il reste le plus longtemps, 4 mois. Le 16 mai 1944, les gendarmes de Saint-Christophe-en-Bazelle préviennent Théogène Briand qu'une opération de ratissage est prévue dans les jours suivants. Celle-ci sera effectuée par plus de 1000 soldats de la Wehrmacht et ne donnera aucun résultat.
André Meunier de Vatan et Emmanuel Sens de Reboursin sont arrêtés et torturés. Ils seront libérés le 26 juillet 1944 par Roland Perrault. Ils ont lieu près de la ferme des Tiffinot. Gilbert Échard, responsable du groupe FTP, dirige l'opération. Début 1944, Pierre Thiraud échappe de justesse à une rafle et se réfugie à la Chalonnière. Le docteur Alexis de Valençay contacte Albert Guimpier à la Vernelle afin de constituer un groupe de résistants. Du 6 au 11 juin, à la ferme de la Belle Étoile, Alexandre Dillard accueille un groupe d'une vingtaine d'hommes commandé par le gendarme Georges Prieur. Lucien Jardel, responsable FTP, rencontre à Couffy Julien Nadeau à propos de terrains de parachutage repérés par Robert Auger de Saint-Romain-sur-Cher. Ce dernier sera arrêté et torturé par la Gestapo de Blois avant d'être fusillé le 19 avril 1944 à la chaussée Saint-Victor. Julien Nadeau, chef départemental du bureau des opérations aériennes, se réfugie chez Gaston Richard à Villequemois, commune de Couffy. Les messages radio sont émis de chez Francis Noguès à Châtillon-sur-Cher ou Daniel Champion à Meun. Daniel et Marie Champion hébergent des résistants. Quant à leur fille Simone, âgée de 16 ans, elle est agent de liaison. Quand j'étais dans les Pyrénées, j'étais en contact avec des membres du Parti communiste et qui avaient formé un groupe de résistance. Et ça s'appelait les FTP, les francs-tireurs et partisans. Et quand je suis rentré donc en Loire-et-Cher, et j'ai retrouvé un contact avec les FTP de la vallée du Cher. Pierre-Alban Thomas, avec l'aide de Marceau Rivon de Noyer-sur-Cher, entre en contact avec André Delaunay et Marcel Bizot afin de créer un groupe FTP. Les deux frères Marida, Anaclet Denis, son fils Géo, Henri Jamet de Mareuil et Kléber Bisson de Saint-Aignan-sur-Cher rejoignent le groupe en formation. Alors Gaston et Raoul Marida habitaient à Mareuil-sur-Cher. C'était de très ardents personnages qui voulaient vraiment que la résistance triomphe. Mais à Naclé, qu'on appelait Naclé toujours, hein, tous les deux, Naclé et puis Géo, étaient des farouches patriotes et communistes en même temps. Kléber avait un rôle plus effacé, c'est-à-dire qu'il était un peu l'éminence grise de pas mal de nos actions. Et Henri Jamet, c'était autre chose, lui. Et il était maçon à Mareuil et il était venu au maquis, dans notre maquis. Il était un exécutant comme nous. Les réunions se tiennent à Mareuil chez Anaclet Denis ou chez la famille Marida, au lieu-dit la Maison des Marchands. De cet endroit partent les expéditions en vue d'effectuer des sabotages sur la voie ferrée Tours-Vierzon. Les avions Lasander aimaient beaucoup passer par nuit de pleine lune sur la France, notamment. Il y avait quelques points de repère, dont Chenonceau qui brillait un peu comme une allumette blanche sur le Cher. Les atterrissages des avions aux Fontaines, à 3 km d'ici, c'était une ferme qui était dirigée par M. Noll. C'était lui le matin qui se levait à 4h, 5h pour atteler le cheval avec les herses pour effacer de la nuit les roues d'avion sur la terre. À Lusillier, en Indre-et-Loire, l'abbé Hosty cache des aviateurs alliés dans le clocher de l'église. Ils sont venus à lui, alors il leur a dit « attendez, moi je vais sortir mon cheval, je ne peux pas le laisser là ». Alors il l'a sorti du rang de vigne, et il s'est soulevé, puis comme s'il allait s'emballer. Les Allemands se sont dérangés, et il a couru, ils l'ont pas tiré dessus, il était armé pourtant, mais ils voulaient l'avoir vivant.
Et puis il y a un petit gars un petit peu plus loin qui était dans une vigne. Puis il a lancé son vélo. Et il l'a pris puis il s'est sauvé, mais c'est qu'ils l'ont ramassé, le petit gars. À l'été 1943, Germaine Vigne ouvre sa porte à Chana Langman, jeune juive réfugiée avec ses enfants, Dora, Raymond et Lucien. Dora Langman écrira en 2002, lors de l'attribution de la médaille des Justes à Germaine Vigne, « C'est au courage de certains que l'on mesure la lâcheté des autres ». En 1943, à Levroux, a lieu une rafle des hommes juifs. Louis Gauvin, résistant, prévient Jeanne et Albert Prévost afin qu'ils dispersent ces hommes dans diverses fermes de la région. Le 1er juillet 1943 à Levroux, Clémentine et Victor Coignon recueillent Ève et Sylvie Cherchevski, 11 et 8 ans. Le 31 juillet, leur mère Germaine, 42 ans, arrêtée lors d'une rafle et déportée à Auschwitz le 2 septembre 1943, dont elle ne reviendra pas. Le 11 avril 1944, Abraham Cherchevski, le père des deux fillettes, dénoncé par un collabo, mourra en déportation. En avril 1944, des aubergistes, Louis et Madeleine Jeudi, recueillent 2 jeunes filles juives, Wanda et Isa Galezowski, recherchées par la Gestapo. En juin, Madeleine Jeudi leur fait traverser le Cher en barque et les confie à son frère et sa belle-sœur, Roger et Madeleine Auclair, à Luzier. Il y a une radicalisation qui arrive au sein même du régime de Vichy où ils vont se doter très rapidement de police parallèles comme la milice, par exemple la milice française, qui va être chargée de réprimer les maquis à partir de 1943. Charles Tournant, 37 ans, arrêté le 25 juin 1943 à Fouessy pour détention d'armes, est fusillé le 13 août 1943 au polygone de Bourges. Le 26 mai 1944, Joseph Le Cam, passeur à Tenioux, et 3 aviateurs anglais sont arrêtés par les Allemands. Joseph Le Cam mourra à Neuengamme le 4 février 1945. Dans le département de l'Aisne, il y a quand même eu 120 fusillés, 385 résistants qui ont été tués au combat. Et puis il y a aussi tous les déportés. Alors déportés pour faits politiques et pour faits de résistance. 79 résistants ne sont pas revenus des camps de concentration. Et plus de 200 juifs aussi sont morts en déportation. Antonin Philippe est arrêté par la Gestapo en novembre 1943. Déporté, il mourra au camp de Dora en avril 1945. Il avait 37 ans. Arrêté le 27 décembre 1943, Auguste Chantraine est déporté à Dachau. Il meurt le 15 mars 1945 à Gusen, à l'âge de 49 ans. Le 1er janvier 1944, Étienne Patou, arrêté par la Gestapo à Valençay, est emmené à Bourges où il est torturé. Jean de Lalaise, dit Charlemagne, instituteur, responsable de l'armée secrète, est arrêté par la Gestapo le 26 février 1944 dans sa classe à Opter. Désiré Marteau de Thésée, déporté en janvier 1944, meurt à Dora le 28 janvier 1945 à l'âge de 47 ans.
Daniel Champion est arrêté par la Gestapo dans son café. Son épouse Marie et sa fille Simone sont violemment frappées. Après avoir été torturés, Daniel Champion est ramené chez lui. Les époux sont transférés à Blois, première étape avant la déportation. Ces messieurs étaient en train de fouiller partout, pendant que maman s'habillait, car c'était très tôt le matin. Et puis, elle est partie. Et ils ont emmené ma mère à Blois, où elle est restée quelques semaines. Là, on est arrivé à la Villa Le Cavalier pour demander l'autorisation de visite à la prison. Ce jour-là, on n'a pas eu l'autorisation de voir ma mère. On n'a d'ailleurs jamais eu l'autorisation, on ne l'a jamais revue. On ne l'a revue qu'au retour. Julien Nadeau est arrêté par la Gestapo chez la famille Cabreux à Beauvais. Sont également arrêtés M. Cabreux et ses 2 fils, âgés de 17 et 19 ans, ainsi que 3 personnes de la famille Bourbonnais de la ferme voisine. Yvette Raymond entre en contact avec les résistants par le biais des communications téléphoniques. Le 3 juin, jour de la création du gouvernement provisoire de la République, elle est arrêtée. En 1944, j'étais responsable d'un bureau de poste de la Ferté-à-Beau, et c'est là qu'ils sont venus m'arrêter. Arrêté par des miliciens, c'est pas des Allemands, c'était des miliciens qui m'ont arrêté. Paulette Gatignon et Yvette Raymond seront déportés dans le convoi du 18 juillet 1944 à destination de Ravensbrück. Et on nous a embarqués à Sarrebruck. Alors là c'était affreux. Et ils nous obligeaient à manger la soupe devant une mare où il y avait des prisonniers russes qui faisaient crapahuter tout autour. Il y avait des planches avec des clous qui ressortaient, et il a fallu qu'on reste devant ces pauvres gars qui sautaient comme ça de tous côtés. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas laver leur gabelle dans ce bassin où ils jetaient les tinettes, où ils vidaient les tinettes. Alors là, nous, ça nous a complètement... On est rentré dans l'horreur complète. Alors de Sarrebruck, après, c'est là qu'on est parti à Ravensbrück. Maxime Sanson et Pierre Giraud de Tenay seront déportés dans le convoi du 15 juillet 1944 à destination de Neuengamme, d'où ils ne reviendront pas. À Pont-le-Voix, Pascal Ricois, membre de l'Ibeneur, est également déporté le 15 juillet 1944. Il mourra à Sainte-Bostel le 30 avril 1945, à 51 ans. Au printemps 1944, à Céry-la-Ronde, 4 habitants sont déportés à Mauthausen. L'état-major est constitué du colonel Paul Mirguet pour l'armée secrète, Roland Despins pour les FTP et le colonel Raymond Chaumel pour l'ORA. Doit-on armer tout de suite les réseaux de résistance ? Doivent-ils pratiquer des formes de guérilla, des formes d'attentats, des formes de sabotage tout de suite ? Ou au contraire, faut-il stocker les armes dans des endroits bien cachés et attendre le moment de la libération nationale, De Gaulle et la France libre en général, une partie des mouvements, dont, notamment pour notre zone, notamment Libération Nord, bon, les SOE, pas tant, sont plutôt pour la première position, on stocke et on attend. Et vous avez bien évidemment les FTPF, mais pas que.
Et donc, alors eux vont passer beaucoup plus vite à des actions plus ou moins un peu de sabotage. Afin d'obtenir des armes, André Delaunay rencontre à Genillé Georges Charot, le chef de l'armée secrète pour le secteur. Grâce à lui, les FTP d'Indre-et-Loire et de Saint-Georges-sur-Cher vont obtenir 2 parachutages. Les roses blanches rougissent. Je répète, les roses blanches rougissent. Maurice Jourdain et Fernand Brocheriou acheminent les armes au Ménil, chez Paul Jourdain et Marcel Griveaux, ainsi qu'à la Chêneraie chez Fernand Brocheriou. Les armes sont ensuite cachées par Germaine Nègre dans une loge de vigne à proximité du bourg. Le second parachutage pour les FTP de Toré, commune de Civray-de-Touraine, a lieu au Fougères. 2 autres parachutages auront lieu en avril et mai à la limite des communes de Bléré et d'Athée-sur-Cher et au nord de Chissot. Début juin 1944, Marceau Montprofit, de Pouillet en Loire-et-Cher, est nommé commandant des FTP d'Indre-et-Loire. Il remplace André Delaunay. Au mois de mars, on a eu un parachutage sur la commune de Marais. Alors, Daniel Belliard m'a fait prévenir. Alors, on est allé chercher des armes. Et puis, alors, dans 2 charrettes, Le sergent Raymond André de Lusillé en Indre-et-Loire est chargé du recrutement pour l'Ora en Vallée du Cher. Dans notre zone, une autre caractéristique de l'Ora qu'on n'a pas partout, c'est qu'elle va constituer carrément ou être l'armature d'un certain nombre de grands maquis, et notamment dans l'Indre et dans la Brenne. Le secteur du Lochois est attribué au maquis d'Épernon de la brigade Charles Martel. Ce maquis est dirigé par le commandant René Costantini. Pearl Witherington et Henri Corniolet, son fiancé, fuient la police allemande à Montluçon. Le 2 mai, il se réfugie chez René Sabassier à la Chapelle-Montmartin dans le Loir-et-Cher. Le commandant Amédée Mingard, du réseau stationnaire, demande à Pearl de prendre la responsabilité du Nord-Indre. Pour brouiller les pistes, Pearl avait l'habitude de changer de nom. À Toulouse, elle était Geneviève. À Châteauroux, elle était Claude. Cette fois-ci, elle a pensé à sa poupée qu'elle avait appelée Pauline. Son rôle était d'organiser puis d'armer les résistants. C'est alors qu'elle constitue le réseau Marie Wessler, avec 4 sous-secteurs dans le Nord-Indre et la vallée du Cher. Les Allemands identifient rapidement la menace que Pauline représente, et sa tête est mise à prix. Pauline voit régulièrement Théogène Briand, le chef FTP de Dun-le-Poilier, avec qui elle correspond tous les jours par lettres déposées dans le creux d'un arbre. À Celles-sur-Cher, la Gestapo perquisitionne la maison du docteur Bertoli, qui alors prend définitivement le maquis. Lors de l'arrestation d'Amand Mardon par la Gestapo, Octave Brice-Moret Boucher tente en vain de lui porter secours. Tout en fuyant, il alerte Rose Garnier. Celle-ci part à bicyclette afin de prévenir Siméon Briand, résistant, au lieu-dit Petit Villebalin. La Gestapo se dirige ensuite vers la maison de Théogène Briand pour l'arrêter. Il aperçoit l'attraction. Donc il va attendre le départ de cette voiture pour partir et prévenir le maquis de Dun, qui va revenir donc dans Dun-le-Poilier pour essayer de tenter de libérer Amand Mardon. Le même jour, Marguerite Briand, l'épouse de Théogène, est arrêtée à Châteauroux. Dans le camion qui l'emmène à Fresnes se trouve Amand Mardon qui a été torturé. Ce dernier sera déporté le 17 août 1944 à Buchenwald. Il décédera le 22 avril 1945. C'était des messages qu'on n'y comprenait rien. Alors je les écoutais avec Serge Charbonnier qui était résistant. C'est là qu'on a appris, que j'ai appris, quand ils ont dit les sanglots longs des violons, on savait que le débarquement était imminent. Et puis après, blesse mon cœur d'une langueur monotone, là on savait qu'il était débarqué. À l'aube du 6 juin, en Normandie,
débarquent 160 000 hommes sur les plages de Omaha Beach à Utah Beach. Moi, j'ai appris le débarquement des Américains en Normandie le jour même qu'ils sont débarqués. On a dit on va s'en sortir, les Américains viennent de débarquer. Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, de 17 ans que j'avais, je me suis dit, oui, mais ils sont jamais venus jusqu'à Berlin. Faut qu'ils viennent à Berlin pour pouvoir nous libérer, puisqu'on était à côté de Berlin. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement allié en Normandie, tant espéré, tant attendu par les résistants, qui pour beaucoup d'entre eux se décident justement à gagner les maquis et ainsi gonfler peu à peu les effectifs d'une résistance qui peut enfin apparaître au grand jour pour passer à une phase de combat. Des maquisards tentent de s'emparer d'un poste allemand situé au lieu-dit l'Amérique sur la route de Genouilly. Henri Blondet et Marcel Chêne sont tués. Jean Bourdin et Jean Crétier sont faits prisonniers et fusillés. Le 7 juin, des maquisards sont faits prisonniers. Le gendarme Aimé Tessier de Vatan et Jacques Lacoste de Bagneux. Maurice Renaudat, jeune résistant FTP, évoque la constitution du maquis et les premières embuscades sur la Nationale 20 à l'est de Nohant-en-Grasset. Alors notre maquis est installé dans un bois près du village, un petit village de la Mornetterie, et sur la commune de Dampierre. On avait établi un guet-apens. À l'annonce de débarquement, les effectifs des maquis augmentent. Celui de Dun-le-Poilier se compose alors d'une 50aine d'hommes. Le maquis des Accours à Saint-Christophe en Basel, créé par Jean Vialard. Le maquis des Souches à la Chapelle-Montmartin avec Pauline, l'abbé Valuche, Michel Moquer. Le maquis de Saint-Loup constitué par Léon Michel, un jeune mécanicien. Le maquis de Varennes-sur-Fouzon dirigé par René Drouet. Le maquis de Chabry à Sainte-Cécile commandé par Marcel Thibault. Le maquis des Minots à Orville fondé par Gilbert Échard. Les 8 et 11 juin 1944 ont lieu des parachutages dans le secteur de Vatan. Le 9 juin, c'est la formation du maquis par Roland Perrault qui le dissout 2 jours plus tard suite à l'attaque allemande à Dun-le-Poilier. Le maquis renaîtra peu après à Guilly. Ce jour-là, la division SS Das Reich assassine 642 personnes, dont 450 femmes et enfants, enfermés dans l'église que les nazis enflamment avec des grenades incendiaires. Oradour-sur-Glane reste aujourd'hui tel que la barbarie l'a laissé. Le responsable de ce massacre, le général Lammerding, finira paisiblement sa vie comme chef d'entreprise dans sa ville d'origine. Les combats commencent très tôt, ce dimanche 11 juin 1944. C'est le maquis des Souches qui est situé donc au nord des Tailles de Ruines qui va être attaqué le premier. À proximité du maquis des Souches, les Allemands se déploient en direction du château. Le combat débute aussitôt. Plusieurs membres du maquis de Saint-Loup-sur-Cher viennent prêter main forte à leurs camarades. 5 des leurs sont faits prisonniers. La compagnie FTP de Dun-le-Poilier est prévenue par l'abbé Valuche alors qu'Henri Corniolet se replie avec ses hommes vers la ferme de la Baraque. Sous le commandement de Jean Petit et André Desroches, une quarantaine d'hommes du maquis de Dun-le-Poilier se dirigent vers Fleury, à l'orée des Tailles de Ruines. Un autre groupe, dirigé par Siméon Briand et Louis Sadrin, longe la ferme des Gourdaudières, puis mitraille les camions allemands engagés dans l'allée des Souches. Théogène Briand, avec André Desroches et sa section, se dirige vers la ferme des Bézards. Lors du combat, 3 hommes sont tués. Albert Speck, 22 ans, Lucien Binet, 19 ans, et Marcel Gaveau, 16 ans. Un agent de liaison, Marcel Auffrère, est intercepté par les Allemands et conduit au château des Souches, où sont déjà détenus 5 autres maquisards.
Lors du repli, Robert Bardin, 22 ans, et Marcel Pierre, 24 ans, sont tués l'un à Fleury, l'autre à la Croix des Palmes. Les maquisards vont se replier progressivement dans la matinée pour organiser la contre-attaque donc en début d'après-midi. Cette contre-attaque s'effectue par deux groupes, celui de Siméon Briand près du château de Fain et celui de Jean Petit au pont du Fouzon. Lors de l'attaque, Solange Masson, 34 ans, et son père Jean Maupoux, 66 ans, sont tués. Au Chaume, leur maison, qui servait de PC et de cache d'armes, est incendiée. Paul Chipon s'appelait. C'était un garçon d'Orville, donc à côté, et puis qui allait à l'école normale à Blois. Alors il sortait le dimanche avec nous, on était jeunes, il avait 17 ans. Et puis, un jour, le jour du débarquement, je le vois dans la rue, puis étonné. Ben oui, mes parents, ils veulent absolument que je rentre, ils ont peur. Enfin, il dit à dimanche, comme prévu, il dit ça change rien. Dimanche, on fait la sortie tous ensemble. Le dimanche, il n'est pas venu. Et puis le lendemain, nous avons appris. Donc Gilbert Richard faisait partie de la résistance, il était là aussi communiste, FTP, et ce dimanche 11 juin au matin, il y a une petite réunion comme ça peut se passer pour parler des événements. Donc les Allemands vont les mitrailler dans les jambes. Ils vont être mis dans le fossé qui est en face de la maison, où il y a la stèle, et ils vont rester là à peu près donc toute la matinée et début d'après-midi. Vers 14h, André Delaroche, un maquisard de 26 ans, et quelques hommes tentent une action contre les Allemands. Mais il est repéré et tué. Marcel Salé, âgé de 23 ans, est fait prisonnier. Il était vu dans l'après-midi dans un camion, il avait été torturé. Et puis, finalement, ils n'ont jamais retrouvé de traces de lui nulle part. Pendant ce temps, les otages restés dans le fossé sont interrogés et frappés par les Allemands. En fouillant la maison, les Allemands trouvent de la toile de parachute et des armes. Donc le sort est scellé. Et puis le soir, avant de partir, ils sont allés chercher les dames des minots pour qu'elles assistent à l'exécution. Quand il a vu, lui, le jeune homme en question, Paul Chipon, qu'il les fusillait, quoi, qu'il n'y avait plus. Il a dit, allez les gars, on va être fusillés en chantant la Marseillaise. Ils les ont fusillés, ils chantaient la Marseillaise. Au Péry, commune d'Anjouin, en face du château de la Roche, des Allemands tirent sur les enfants Rousset et tuent René, âgé de 10 ans. À Bagneux, Roger Julot, 36 ans, est tué à la ferme de Villecher. Les prisonniers sont conduits à la Kreiskommandantur de Romorantin. Les propriétaires du château des Souches, le comte et la comtesse et des Nétumières, sont transférés à Bourges. Torturé par Paoli, le comte, âgé de 59 ans, mourra à la prison du Bordio. La comtesse trouvera la mort à Ravensbrück le 28 février 1945, à 55 ans. Les 6 prisonniers des Souches sont transférés à Blois, à la Villa Le Cavalier, occupée par la Gestapo, ainsi que 4 juifs arrêtés à Saint-Aignan, puis dirigés vers Châteaudun. Entre Mave et Pontijoux, au bois des Vouzoirs, ils sont mitraillés un à un dans le dos. La Gestapo et les miliciens abandonnent leurs victimes sur le lieu du massacre. Cependant, Léon Michel et Guy Robin survivront. Les 4 juifs fusillés avaient été dénoncés par une certaine Thérèse, âgée de 18 ans. Thérèse sera arrêtée par les résistants de Saint-Aignan. Cette jeune femme, c'est une jeune fille d'ailleurs, nous a été amenée au maquis et on a constitué un tribunal révolutionnaire, on l'a appelé comme ça, c'est un grand mot, mais enfin, et on l'a fait comparaître devant nous et on l'a interrogée, elle a reconnu qu'effectivement elle avait dénoncé des juifs. Le 11 juin, le maquis de Saint-Christophe-en-Bazel est attaqué dans l'étail des Pinauderies. Au lieu dit Cayenne, 3 maquisards sont fusillés. Jean Vialard, 45 ans, responsable du maquis,
Pierre Masson, 38 ans, et Roland Gibault, 20 ans. Décimé, le maquis de Saint-Christophe cesse d'exister. Le 14 juin, les troupes nazies reviennent à Sainte-Cécile et tuent 2 résistants au lieu-dit La Racaudière, André Servant, 30 ans, et Fernand Wolfer, 20 ans. Dans le secteur de Dun-le-Poilier, entre le 11 et le 14 juin, 34 personnes sont tuées par les Allemands et la milice. Une trentaine d'hommes de la vallée du Cher, encadrés par Camille Boisiot, Bernard Lehoux et Pierre-Alban Thomas, se rendent à Souham pour être formés au matériel fourni par Philippe de Vomécourt, dit Saint-Paul, le chef de l'armée secrète en Sologne. Dans la région de Souham, il y avait un officier anglais qui avait été parachuté, Makowski, qui était d'origine polonaise. Le capitaine Makowski, avec son état-major, nous avait fait placer tout autour du camp, dans le bois. Il y a eu des pertes, il y a eu quelques pertes françaises à Souham, il y a eu beaucoup de pertes allemandes. Pendant le combat, 9 résistants sont tués et 4 sont arrêtés et fusillés. 8 seront déportés, 5 ne reviendront pas. Dans le canton de Saint-Christophe-en-Basel, il ne subsiste plus que 2 maquis, Dun-le-Poilier et Poulaine. Le maquis de Dun-le-Poilier se réorganise et se replie sur le site du dolmen de Buée, commune de Bagneux. Pauline et Henri Corniolet installent leur PC à Marais dans le Loir-et-Cher, chez la famille Trochet à la ferme de Doulcé. Pauline donc va avoir un rôle essentiel, puisqu'elle va permettre, elle va entrer en contact avec Londres pour le parachutage. Le 24 juin, le message « Le maréchal a avalé sa Francisque », émis par la BBC, annonce un parachutage près de Marais. Du 25 juin au 10 août, Pauline est responsable de tous les parachutages dans le Nord Indre et en juillet organise la résistance locale en 4 maquis. Donc elle va les structurer en bataillons, chaque bataillon ayant des compagnies, chaque compagnie ayant des sections. J'ai été introduit auprès de cette grande femme qui parlait très bien français, avec un accent, et qui m'a tutoyé tout de suite. Je n'ai autour de moi que des militaires. J'ai besoin de fonctionnaires civils. Alors c'est comme ça que je suis rentré au service de police. Il y avait un conteneur particulier réservé à la personne qui s'occupait des finances. Ce conteneur avait une marque particulière que je connaissais. Une partie des armes réceptionnées à la ferme de Civray doit être envoyée à Billy dans le Loir-et-Cher, en zone occupée. Un résistant, Bernard Berthier, est chargé de convoyer ces armes. Il ne savait pas comment les passer, les armes. Alors, il ne s'est pas dégonflé. Bernard Berthier cache les armes dans son tombereau. Au poste situé sur la route de Valençay, un camarade l'attend. Le maquis de Saint-Lomeur va accueillir un tas de jeunes et sous la direction d'un certain Max Pommier, qui était un ouvrier de Vierzon, et d'un certain Ferrandou, qui vient de la région parisienne. Le maquis de Saint-Lomeur entrepose des armes dans les caves du Vaux-Saint-Georges à Thésée, propriété de M. Bernard, industriel teinturier. Ce M. Bernard va être donc un résistant actif dans la mouvance de libération Nord. Il va faire de la résistance et il va travailler avec le maquis de Saint-Lomeur. Dans la dernière période, c'est-à-dire en août 1944, au moment vraiment où va se déclencher l'insurrection nationale, le maquis de Saint-Lomeur avait installé son état-major dans le Vaux-Saint-Georges pour pouvoir diriger toutes les opérations concernant donc la vallée du Cher. Le maquis du Motteux est dirigé par Max Pommier, avec l'appui des résistants de Libération Nord de Contres. Ils faisaient partie des FFI, et c'était tout un groupe qui se réunissait avec Favrol et Saint-Georges, et ils avaient combiné de creuser un tunnel. Il y avait un volume pour entrer 4 tonnes de matériel. C'était sous l'atelier de mon père. Et dans le jardin, ça rejoignait un puits, parce qu'on l'alimentait par le conduit du puits, et il fallait creuser la journée, sortir la terre la nuit.
Pierre Alban Thomas prend le commandement du maquis FTP de Saint-Aignan, auquel se rattache le groupe de Saint-Romain. Il y avait un groupe qui s'était formé à Saint-Romain, qui s'était rattaché au nôtre, et c'était François Marteau qui avait pris la direction de ce groupe. Le groupe de Saint-Aignan compte une cinquantaine de maquisards, dont 2 jeunes de 16 ans. Nous étions rattachés au FTP. Dans le Loir-et-Cher, c'était Jérôme, qui s'appelait Bled, qui était un ancien huissier de Blois, et qui appartenait au FTP de Blois, et qui était le patron, en somme, des résistants du lieu. Camille Boisiot fournit les armes au maquis de Saint-Aignan. Marceau Rivon et Dédé Dubreuil les ramènent de Chabris à Mareuil, où ils sont cachés chez Anaclet Denis. Et ils avaient même une réserve d'armes qui était groupée dans un énorme tonneau, enterré. À Genouilly, au lieu-dit Maisonfort, la Gestapo interpelle le caporal Gaston Bigot et le sergent André Deschottes. Gaston Bigot est torturé et exécuté. André Deschottes sera fusillé à la ferme de la Goubarderie en compagnie de 3 maquisards, Maurice Nicot, Jean Secrétin et André Touzeau. 2 autres maquisards, Paul Cohen et Raymond Coindreau, ainsi que les propriétaires de la ferme, Léon, Yvonne Ferrier et leur fille Cécile, seront déportés. Aucun des 5 ne reviendra. Édouard Suzinski, le pilote, est tué. Julien Lakowski, son navigateur, est recueilli par Daniel Belliard, responsable FTP de la région de Grasset. Les résistants de Châtillon-sur-Cher et de Celles-sur-Cher font sauter les voies, bloquant un train stationné en gare de Celles. Et dès 11h, les avions étaient à Celles. Et il faut vous dire qu'on assistait à un feu d'artifice, puisque à chaque avion qui plongeait, il y avait une citerne qui explosait. À la suite de ce bombardement, les avions alliés attaquent un train de munitions en gare de Noyer-sur-Cher. Là, il y a eu un bombardement qui a été le grand bombardement. Et c'est pourquoi je le rappelle le 14 juillet, c'est parce que ça avait fait pratiquement un feu d'artifice. Parce qu'évidemment, dans ce train qui était des trains de munitions, les munitions partaient comme ça. Alors, quand on est arrivé donc à Ravensbrück, on a eu le droit à une visite soi-disant médicale. Et quand on est sorti, ils nous ont fait défiler à poil, tout autour du camp. Et ces hommes il y avait un grillage qui séparait, ces hommes se sont tous retournés de l'autre côté. Il y avait des Allemands qui étaient contraires au régime et qu'ils avaient arrêté, qui étaient avec nous. Il y avait le four crématoire, il y avait la chambre à gaz, il y avait tout à Ravensbrück. Il y avait un camp, des blocs qui étaient réservés aux tziganes. En août 1944, la résistance est organisée entre les maquis de l'armée secrète avec Paul Mirguet, les maquis FTP de Dun-le-Poilier avec Théogène Briand et les maquis de Lora avec Raymond Chaumel. Début juillet à Valençay, au lieu-dit Les Museaux, un groupe encadré par Maxime Fauché formera la première compagnie du bataillon Boisiot. Le 14 juillet à Villentroy dans l'Indre est constitué le groupe de Pierre Thiraud, au lieu-dit Les Augis. Le 21 juillet, à Lille, Jean-Baptiste Pelé, 64 ans, est tué par un soldat allemand. Le lendemain, Villentroy est assiégé. Le capitaine Francis Perdrizet rencontre à Valençay Georges Prieur et la famille Lavis, propriétaire du Lion d'Or, PC de la résistance locale. Ensuite, il rejoint Pauline à Marais dans le Loir-et-Cher, puis le capitaine Vanier à Reuilly dans l'Indre, et enfin le capitaine Roland Perrault, qui commande 3 compagnies de l'armée secrète dans le secteur de Vatan-Levroux. Francis Perdrizet établit son PC à Jumeaux, à la sortie de Valençay, puis à la Belle Étoile. L'organisation militaire des maquis est constituée de 4 sous-secteurs. Roland Perrault, un militaire de carrière, dirige ce sous-secteur Vatan-Levroux-Grasset, qui est cantonné dans les bois du Landais, dans la région de Levroux.
Camille Boisiot, instituteur à Billy, commande ce sous-secteur, Celles-sur-Cher, Chabris, Valençay, Saint-Aignan, composé de 4 compagnies. Il y avait Boisiot qui était instituteur à Billy, et puis Bernard Lehoux qui était instituteur à Châtillon. Et tous deux avaient une responsabilité dans la résistance qui s'est accrue au fil des ans, et à tel point qu'ils sont devenus tous les deux l'un commandant, chef de bataillon, Boisiot, et puis Bernard Lehoux, capitaine. Et moi j'étais à Saint-Aignan, et on m'avait confié aussi le commandement d'une compagnie, la 4e compagnie du bataillon Boisiot. Le capitaine Jérôme Bled, responsable FTP du Loir-et-Cher Sud, appelle les groupes de Chemery, Couffy et Meune à intégrer le secteur Nord-Indre. On le voyait partir le soir avec le petit cheval quand il y avait des conteneurs à ramener. Avec maman, on montait les canons des mitraillettes le soir à la nuit dans la cave. Ça je m'en souviens. Et puis on mettait dans les chargeurs les balles avec le petit appareil là, tac, tac. Le capitaine Émile Goumin commande ce sous-secteur dans les cantons de Chabris, Mennetou-sur-Cher. Le capitaine Paul Vanier, un entrepreneur en confection, dirige ce sous-secteur situé entre Reuilly et Vierzon. Le colonel Chaumel constitue la brigade Charles Martel avec des formations de l'ORA et de l'armée secrète. Le maquis d'Épernon, dont la zone d'action se situe à l'ouest de l'Indre et au sud-est de la Touraine, est dirigé par René Costantini. Le maquis Césario du lieutenant Édouard Breténier se déploie dans la région de Genillé. Il sera rattaché au maquis d'Épernon le 8 août 1944. Mais ils avaient surtout une liste de gens à arrêter et ils ont rassemblé tous ces gens-là dans la cour de l'école de filles. Et là, ils ont sélectionné 64 personnes. Parmi elles, surtout les gendarmes, tous les gendarmes de Loches, plus ceux des casernes des alentours comme Saint-Aignan, Saint-Flovier. Donc, tous ces gens-là, le soir, ont été transportés jusqu'à Tours et de là, par la suite, sont partis pour l'Allemagne, pour les camps de concentration. Parmi eux, 3 gendarmes de Saint-Aignan. Le maquis tente alors d'immobiliser le train dans le secteur de Celles-sur-Cher. Quand on est arrivé au pont de Sauldre, qu'est-ce qu'on a vu au sommet de la route? Une trentaine d'Allemands qui étaient là. François Marteau, qui était à côté du chauffeur, a eu le bon réflexe. Il a crié au chauffeur, qui s'appelait Sanson, il lui a crié « Vas-y, fonce !» Et chose extraordinaire, les Allemands qui occupaient le milieu de la route ont dégagé la route, se sont mis sur les bas-côtés et nous ont regardé passer. Cependant, le train arrivera à Neuengamme, d'où les gendarmes ne reviendront pas. Eugène Fleming et Edward Bridge, 2 pilotes américains, ont pour mission de bombarder un dépôt d'hydrocarbures à Tours. Alors avec les autres pilotes de son escadron, ils ont attaqué une usine de stockage d'huile sur Tours. Et une fois le bombardement passé, ils sont partis dans toute la région à la recherche de cibles d'opportunités, comme ils appelaient ça. Ils appelaient dans leur jargon. Et donc ils ont suivi la ligne de chemin de fer de Tours à Thésée, où ils ont trouvé le train. On avait un train d'essence ici. Je vois arriver 3 appareils à double fuselage. Mais l'avion, en mitraillant, il a continué sa course, puis il s'est écrasé de l'autre côté du Cher. Antoine de Saint-Exupéry a disparu le même jour, à la même heure, avec le même appareil, enfin le même type d'appareil. Trois militaires allemands entrent dans le café de monsieur et madame Louet. Le maquis cantonné dans la forêt de Gâtine est alerté. On a vu les maquis arriver avec les mitraillettes et se diriger vers le café. Et là, ils sont entrés au café où il y avait les 3 Allemands. Et là, on a entendu les coups de mitraillettes.
Le 1er août, un groupe d'Allemands vient pour récupérer les corps des soldats. Ils sont descendus des camions, ça a été une vitesse folle. Toutes les rues, les petites rues traversales qui allaient dans les maisons, c'était pris par les Allemands. Et au bout d'un petit moment, il était 10 heures le matin, au bout d'un petit moment, ils nous ont dit il faut aller à l'église. Vous sortez des maisons, on vous emmène vers l'église. Puis on ne bougeait pas. Alors, de temps en temps, ils nous regardaient à la jumelle. Le soir, les Allemands repartent vers Châteauroux et promettent de revenir. Ils en seront empêchés par une attaque de maquisards. En juin 1944, dans le but de rejoindre le maquis d'Épernon, Georges Dubosc, dit Lecause, contacte Raymond Mallet et Fernand Auclair, chefs de l'armée secrète. Après enquête sur Lecause, Constantini, le chef du maquis d'Épernon, refuse son intégration au groupe. Donc c'est là qu'il a eu l'idée, avec 2 autres jeunes gens, de créer leur propre maquis. Ce sera un maquis qui se distinguera par ses pillages, et puis qui se distinguera par sa violence et par ses exécutions sommaires, puisqu'on lui reprochera, à la fin de la guerre, on lui reprochera 18 assassinats. Mais aussi des assassinats de gars de son maquis. Par exemple, il y a 2 jeunes gens qui de 20 ans qui étaient dans son maquis et qui ont vu très vite que c'était un maquis qui ne leur convenait pas du tout. Et donc ils avaient décidé de quitter le maquis. Et quand Lecause l'a appris, il est rentré dans une colère noire ou rouge et il les a exécutés. Début août, Lecause s'installe aux fermes de Baffert et de la Haute-Méchinière, à Mareuil-sur-Cher. Et j'ai vu arriver un jour Lecause. Donc il m'a vu sur le seuil de la salle à manger en train de balayer. Et il m'a dit « Vous nettoyez, mademoiselle ?» J'ai dit « Oui, monsieur. À Mareuil aussi, on nettoie. » Georges Fermé, ancien chef du réseau Adolphe à Montrichard, a été témoin des atrocités commises par Lecause. Il était confronté également avec cet affreux maquis Lecause, qui a fait tellement de dégâts. Et mon père m'a dit que lorsque Comte et lui sont allés voir Lecause, il y avait des pendus aux arbres. Lecause, il a fait beaucoup de mal dans le coin, hein, parce que la résistance, il y en a d'ici qui sont partis à la résistance, mais qui ont été dans l'Inde. C'était beaucoup plus sérieux. Le samedi 12 août, en Indre-et-Loire, le maquis Lecause s'installe au château du Grand-Biard, à Serré-la-Ronde, puis attaque des Allemands dans la cour de l'école d'Épeignay-les-Bois. 4 soldats sont tués. L'angoisse grandit alors dans le village, par peur des représailles. Le lendemain, des véhicules allemands s'approchent du bourg. Les résistants ouvrent le feu. Après 3 heures de combat acharné, les Allemands repartent. Le 5 août, à Anjoin, dans l'Indre, devant le château de la Roche, a lieu un combat entre un convoi allemand et le maquis, au cours duquel 4 maquisards sont tués. Le capitaine Comte et le lieutenant-colonel Mirguet reçoivent ce parachutage organisé par l'état-major interallié dans le but de coordonner les actions des maquis et des alliés. Le 11 août 1944, 60 000 kilos de bombes sont larguées par les alliés sur les dépôts de carburants allemands dissimulés dans la forêt de Montrichard. Et d'ici, quand ils ont incendié la forêt de Montrichard, on voyait les plaquettes de phosphore qui descendaient, parce que les avions volaient à 4000 mètres. Des soldats allemands, en surveillance à la ferme des Genièvres, ouvrent le feu sur des maquisards. 3 d'entre eux sont tués. Après, les FTP sont justement les plus nombreux et les plus actifs en 1944, au moment de la libération de la vallée du Cher.
Le 13 août est prévue une réunion des responsables de la résistance de la vallée du Cher, dirigée par André Delaunay, Marcel Bizot, Robert Mauger de Contre du mouvement Libé-Nord. Elle n'aura pas lieu. Ce jour-là, suite à la disparition d'un soldat allemand chez Ernest Mouzet, plusieurs personnes sont prises en otage. C'est à ce moment qu'arrive André Delaunay. Et là, quand il a passé à Faverolles, alors qu'il aurait pu passer en haut, mais la fatalité, il avait fait un barrage pour arrêter tous les gens qui passaient. Et mon père, il n'a pas obtempéré, mais il s'est pas arrêté. Il était armé, mais il n'avait pas vu qu'il y avait un Allemand qui était avec une mitrailleuse dans le fossé. Et puis là, il a tiré dessus, il a tombé. Marcel Bizot sera arrêté au même endroit. Torturé, son corps ne sera retrouvé qu'en 1950 dans une cave de Bourré, ainsi que celui d'Ernest Mouzet. Après la mort d'André Delaunay, c'est Marceau Monprofit, originaire de Pouillet, qui devient le responsable FTP. Le 13 août 1944, la 4e compagnie, dirigée par Pierre-Alban Thomas, s'installe en lisière de la forêt de Brouard. Dans la nuit du 13 au 14 août 1944 à Thésée, les maquisards de Saint-Aignan tentent une embuscade à un convoi allemand au pont de Chantraine. Les résistants avaient mis une mine sur la route. Alors le premier camion qui est arrivé, il a sauté, et puis il a été buté dans le pont de Chantraine. Et puis c'est là que les Allemands n'étaient pas contents. Hein. Alors ils sont partis à chercher dans la nature où c'est qu'il pouvait y avoir des terroristes. C'était ça le terme, c'était les terroristes. Puis il en avait une peur atroce. Hein. Et puis ils sont montés à Chaumillon, et puis ils ont trouvé ce gamin qui était là, il a mis le feu aux maisons, et puis le gamin a voulu sauver ces animaux qui étaient dans l'écurie, et puis ils l'ont tué, quoi. Ils sont passés sur les premières maisons, là, et puis mon frère était là avec les bêtes, il sortait les bêtes, et puis ils l'ont fusillé là. Monique et Anne Bled, 16 et 17 ans, filles de Jérôme Bled, le responsable FTP du Loir-et-Cher, cachent dans leurs cheveux des plis urgents à destination des chefs de la résistance locale, le commandant Robert Boisiot, en forêt de Gâtine, et Théogène Briand, à Dun-le-Poilier. Les filles de Jérôme Bled étaient deux sœurs qui étaient blondes comme les blés et qui passaient aux yeux des Allemands pour de pures ariennes, ce qui leur permettait de s'arrêter avec leur bicyclette et puis de faire des grands sourires aux Allemands, et ils les laissaient passer facilement. Au début de l'été 1944, le docteur René Bertoli du régiment FFI du Nord-Indre Vallée du Cher prend la responsabilité du service de santé à l'hôpital de Valençay. À Chancol, une dizaine de jeunes filles suivent des cours de secourisme, dont Marie-Thérèse Aubin et Huguette Berthier. Ils nous avaient appris à faire des pansements, à faire des piqûres pour soigner les blessés. Il faut savoir qu'à Chancol, à côté de Chancol, il y a une petite taille qui s'appelle la taille de Civray, et depuis un certain nombre de semaines, le maquis est organisé là-bas sous la conduite de Louis Chauvier, qui tient en même temps le petit café qui se trouve à Chancol. Mais les Allemands savent qu'il y a des résistants. Il devient urgent pour le maquis de Chancol de trouver un lieu de repli. Le 13 août, Louis Chauvier, le responsable du maquis, informe Marie-Thérèse Aubin. Les gens ont entendu l'appel du général de Gaulle hier soir. Alors il dit, depuis ce matin, j'en ai qui viennent nous rejoindre de tous les alentours, quoi. Une quarantaine de résistants sont à la ferme de Civray. Louis Chauvier dit à Marie-Thérèse Aubin. Il dit, je vais partir vite fait au PC de Gâtine pour avoir les instructions. Il est donc parti. Et l'après-midi, on avait réunion, toutes les femmes, l'association de femmes de Chancol, pour s'organiser en cas d'accrochage chez Madame Chauvier. Puis alors après, la réunion terminée, en terminant la réunion, Madame Chauvier, puis elle me dit, toi, je voudrais que tu acceptes de garder ma maison au cas où je serais obligée de partir. Mais elle dit, c'est la maison du maquis et sous aucun prétexte, ça ne peut être fermé.
Je suis passée chez Madame Chauvier, voir si Louis était rentré, tout ça. Madame Chauvier, désespérée, parce que Louis n'était pas rentré. Alors je suis restée avec elle. À ce moment-là, une moto s'arrête. Alors c'était le monsieur Bertoli, le dentiste de Selles, qui arrivait. Alors il dit, vous inquiétez pas. Il dit, les réunions étaient beaucoup plus longues que prévu, tout est bien organisé. Il dit, j'ai voulu ramener Louis sur ma moto, mais il a dit, non, il ne faut pas se montrer ensemble. Moi, je repars en vélo par les allées de la forêt de Gâtine, pas sur la grande route, bien sûr. Louis Chauvier sera découvert inanimé à Lussiou, près de Fonguenant. Devant la gravité de la blessure, une fracture du crâne, le docteur Bertoli l'opère dans la salle de la maternité de l'hôpital de Valençay. Le 14 août, Henri Vétu, un jeune du marquis de Chancol, part à bicyclette rencontrer le responsable de la résistance locale à Châtillon-sur-Cher. C'était pour dire à M. Lehoux, qui était l'instituteur de Châtillon, que ce qui était arrivé à Chancol, et puis qu'ils avaient un tas de jeunes là, les hommes là, les armes et tout, puis qu'ils n'avaient plus de chef, parce qu'ils ne savaient plus. Je sors de ma grille, je vois Henri Vétu, qui descendait en vélo. Il avait cette chemise très claire, sinon blanche, je ne sais pas, qui était ouverte, et là vous aviez le cordon de parachute, on voyait, évidemment on savait qu'au bout il y avait le revolver, pas de doute. Il est reparti, il arrive au pont de Seine, qu'est-ce qu'il voit? Qu'il y avait des Allemands en face, la boule d'or s'appelait à l'époque. En passant, ils l'ont arrêté, puis ils ont trouvé le revolver sur lui. Alors évidemment, il était torturé. Henri Vétu a le temps de confier à un autre détenu qu'il a donné 4 noms de résistants. Cet autre détenu, aussitôt libéré, vient au café Chauvier. Les maquisards de Civray évacuent alors leur stock d'armes sur la rive opposée du Fouzon. Et le 15 août, là, les Allemands sont débarqués à Chancol avec tous les renseignements qu'ils avaient pu tirer de ce pauvre homme. Des camions allemands s'arrêtent sur la place du café Chauvier. Dans l'un des camions, debout et bien en vue, Henri Vétu, défiguré. Les Allemands investissent le bourg de Chancol et tirent sans sommation. La première victime est une jeune fille de 18 ans, Paulette Sommier. Elle a eu peur, elle a pris son vélo, puis elle s'en allait, puis ils l'ont mitraillée. Elle était mitraillée sur sa bicyclette. Les maquisards se replient vers le Fouzon. Les fermiers monsieur et madame Gibault sont dans les derniers à partir. C'est là que j'ai emmené le fils Gibault, qui avait 9 ans, il pleurait. Ils ont traversé le Fouzon comme ils ont pu. Il y en a qu'un qui n'a pas pu le traverser, donc ils l'ont pris, il a été fusillé le soir. Cet homme tombé aux mains de l'ennemi est Pierre Pinault, un jeune de 19 ans. Puis après, ils ont ramassé mon cousin, Raymond Garnier, qui avait une quinzaine d'années, qui s'en allait à la pêche. Ils lui ont donné une liste où il y avait les noms que les enfants étaient au maquis. Alors, quand les Allemands sont venus ici, mon frangin, moi je me suis sauvé, bien sûr, j'étais à Civray, mais mon frangin, avec mon père, ils étaient pris comme otages. Je reviens à la maison, et puis ils avaient ramassé tous les hommes. Alors, il y avait mon père, mon frère. Les otages seront libérés dans la soirée. Le soir, Henri Vétu et Pierre Pinault sont fusillés. Quand ils sont passés à Varennes-sur-Fouzon, sans s'arrêter, il y avait 2 jeunes qui étaient dans le champ, en train de travailler, dans leur champ. Ils ont été tués à bout portant. Alors là, il y avait des gens de Montrichard, 2 personnes qui étaient venues aussi pour voir, quelqu'un de blessé du maquis aussi. Alors ces 2 gens-là sortent à la grille de l'hôpital, ils se rencontrent avec les Allemands, les gens de Montrichard. Les Allemands demandent leurs papiers. Avant qu'ils les aient montrés, ils les fusillent tous les 2. À l'hôpital, un officier allemand recherche Louis Chauvier, le chef du maquis de Chancol, hospitalisé. Les premières personnes qu'il rencontre sont madame Chauvier et la mère supérieure de l'établissement. Louis Chauvier, s'il vous plaît.
Alors il dit, ben, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, mais vous savez qu'il était bien inscrit sur son registre. Alors Madame Chauvier a dit, mais comment j'ai eu cette idée-là? J'ai dit, mais si vous l'aviez, ma sœur, c'est ce blessé de la tête qui a été transporté à Châteauroux hier. Oh, ils disaient des fous, Châteauroux. Et ils ont soulevé le rideau où il y avait Louis Chauvier puis d'autres blessés. Non. Louis Chauvier qui, dans son coma, n'arrêtait pas de crier les boches, les boches, les boches, n'a rien dit à ce moment-là. Ils ont fait demi-tour, ils sont repartis. À Valençay, de nombreux immeubles sont incendiés. Bientôt, le centre de la ville n'est plus qu'un immense brasier. Le 13 août, au château du Grand-Biard, Jean-Marie Pellerin, 14 ans, est témoin du meurtre du jeune Alfred Beuret de Saint-Martin-le-Beau. Je me souviens qu'il y avait une traction avant qui arrivait en trombe dans la cour d'un petit château près de Biard, sortant un homme en disant que c'est un traître. En fait, quelques instants après, il recevait une rafale de Sten. Ça m'a pas plu du tout. C'était le premier, mort que j'ai vu dans ma vie. Le 16 août, Lecause décide d'aller à Chanceau, près Loches. Il apprend alors que les Allemands ont quitté la ville. Donc, aubaine pour Lecause et ses hommes. Changement de direction. Ils viennent dans Loches. Ils viennent dans Libérateur, alors qu'il n'y a plus d'Allemands dans Loches. Toute la population était en liesse. Des femmes qui avaient, paraît-il, fait de la collaboration horizontale, qui ont été tondues devant nous, devant le peuple. Tous les gens applaudissaient. Mais simplement, les Allemands n'avaient pas encore évacué la France et les troupes allemandes continuaient à remonter du sud. Et ce qui devait arriver, arriva. Dimanche 20 août au matin, vers 9h, j'étais au château du Mai. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas net, quand dans la cour du château, on dominait la forêt de Chanceau. Et j'ai vu toute une ligne de soldats, les uns à 1 ou 2 mètres séparés. Une ligne de soldats, il y avait peut-être 150 soldats allemands qui encerclaient Chanceau. Les maquisards se replient dans la forêt de Loches où Jean-Marie Pellerin est blessé. Après avoir passé la nuit dans une maison forestière, un cycliste l'emmène jusqu'à l'entrée de Loches. La première personne qui habitait à la Maison Bleue, je me souviendrai, a refusé de me soigner. Et aussitôt après, une dame, je cite son nom, parce que paix à ses cendres maintenant, elle s'appelait Madame Bonvalet, et elle a dit, moi je le prends, et je le soignerai comme il faut. Des soldats de la Wehrmacht entrent chez Madame Bonvalet et pointent leur mitraillette sur Jean-Marie Pellerin, alité. Terroriste, terroriste, terroriste. Alors la femme aurait pu s'empêtrer ou quelque chose. Non. Elle a dit, ce n'est pas un terroriste, c'est mon fils, malade. Ils ont quand même compris. Et elle m'a sauvé la vie. Mais il y en a un autre qui m'a sauvé la vie. Ici, il faut que je le cite. C'est Bouboul, nommé Bouboul, qui était franc-tireur et partisan dans la région. Et Madame Bonvalet l'a appelé, le connaissait. Et il m'a emmené sur son vélo, lui aussi, à l'hôpital de Loches. Gilbert Michel et Maurice Curie, chargés d'aller surveiller les mouvements de convois allemands, sont abattus au lieu dit Le Boulet.
Lorsqu'ils arrivent à l'église, un combat s'engage avec les soldats allemands. Puis on a eu là plusieurs tués, dont François Marteau, et puis 2 autres camarades. Le 22 août, les maquisards partent à Mareuil, où ils s'installent au lieu-dit La Davière. Le colonel Valin et sa femme mettent leur demeure de Lacé à la disposition du maquis. Le 18 août, le corps du capitaine Stanislas Makowski, tué d'une balle dans la nuque, est retrouvé à Romorantin. Le 19 août, les maquis FTP de Gilles-en-Sologne et Lacé-sur-Croîne tentent une embuscade contre un convoi allemand, au cours de laquelle Alexandre Lavelli est tué. Alors que le maquis FTP de Lacé rejoint son cantonnement, il est pris sous le feu des Allemands. Le combat de la Flandrinière coûtera la vie à 4 maquisards. Vers 22h, un convoi allemand s'arrête sur la place du village. Une traction avec, disons, l'insigne donc des FFI. Elle a attiré l'œil de l'officier allemand et ils ont pénétré dans le café pour faire sortir ceux qui étaient là. Dès que les hommes se mettent à courir, les Allemands les mitraillent dans le dos, les tuant tous les 3. La fusillade amène la riposte des soldats français. Les Allemands répondent immédiatement. Eh bien, à force de tirer, voilà, ça a mis le feu dans les camions. Eh bien, en même temps, ça a mis le feu à toutes ces maisons-là. Les obus allemands font 4 victimes civiles. Pendant le combat, 4 soldats français sont tués. À l'issue du combat, les Allemands capitulent. Dans le centre-ville, une 30aine d'immeubles sont détruits. Rafle qui sera organisé à la fois par la milice française installée donc à Saint-Amand, mais aussi les services de la Gestapo de Bourges. Ils vont les emmener au Bordio et un certain nombre d'entre eux sont extraits de leur cellule du Bordio pour être atrocement massacrés dans des puits à quelques kilomètres de Bourges, dans le secteur du Polygone, qu'on appellera les puits de Guéry, et qui est le seul grand massacre de juifs perpétré sur le territoire français. Les 24 et 26 juillet et le 8 août 1944, 28 hommes et 8 femmes de 16 à 85 ans, sont jetés vivants dans le puits de Guéry, à Savigny-en-Septaine, dans le Cher. L'adjudant Julien Chadel, 30 ans, membre du maquis de Villentroy, est tué par des miliciens. En hommage, un groupe de résistants de Lucelle-Mal prend le nom de Groupe Julien Chadel. Il avait son sac sur le dos, et en plus il avait dans son papier d'identité Parti communiste français. Vous pensez bien qu'ils l'ont embarqué. Olivier Doussin est emmené en forêt de Montrichard, où ce jour-là se trouve M. Bécavin et son père. On a entendu un coup de fusil, il avait été tué. Alexandre Chevalier, garde-chasse de la forêt de la Boire, âgé de 52 ans, est fusillé par les Allemands. Les 23 et 25 août à Romorantin, Serge Ladevez, 23 ans, et Roger Legrand, 17 ans, sont fusillés par les Allemands.
Le 25 août au matin, une cinquantaine de militaires allemands commencent leur massacre dans plusieurs fermes. Tout ce qui se présente devant eux, hommes, femmes, enfants et animaux, est abattu. Il y aura 124 morts, dont 44 enfants de moins de 14 ans. Le sous-officier Gustav Schlüter, membre du parti nazi, mourra en Allemagne sans avoir été inquiété. Pierre Foucault, agent de la gare, veut alerter les maquisards afin de faire libérer 10 aviateurs américains prisonniers dans un wagon. Arrêté, il est abattu. Il avait 32 ans. Le 28 août, à la Péchaudière, Robert Loriot, un ouvrier agricole de 21 ans, est exécuté. Le 29 août, au lieu-dit Lobinette, 4 civils sont tués dans la cour de leur ferme. Pierre Jolet, 49 ans, son fils Roland, 18 ans, sa belle-fille Rolande, 19 ans, et Robert Granger, 21 ans. Le 30 août, suite au massacre de la veille, Maxime Taureau, un cultivateur, vient avec son fils chez Marie Granger pour s'occuper des animaux. Lorsque les Allemands arrivent, ils tuent Marie Granger, 52 ans, et Maxime Taureau, 42 ans. Olivier Taureau, le fils de Maxime, blessé, réussira à s'enfuir. Au hameau du Grand Village, Jules Denis, un cultivateur de 39 ans, est fusillé dans son jardin. À la sortie du village, 2 jeunes Parisiens sont fusillés. Cyrus Lecaux, 23 ans, et Pierre Guiméra, 17 ans. Le 27 août, 7 FFI du maquis d'Épernon sont fusillés au Liège, dans l'Indre-et-Loire. Le même jour, Alexandre Jean Sauzet, FFI de 43 ans, est tué lors d'un affrontement à Pouillé dans le Loir-et-Cher. Dans l'Indre, le 28 août, Adolphe Douaneau, 37 ans, du bataillon Robert, est tué à Lucelle-Mal. À la butte Montbel, à Heugne, 5 résistants sont tués. À Frédille, 6 maquisards de la compagnie FTP périssent sous les tirs de mortier. « 29 et 30 août 1944, à Saint-Hilaire-de-Cour dans le Cher, 2 agents de liaison sont tués sur la route de Saint-Georges-sur-l'Après et Henri Mouzet, un FTP de 18 ans, est fait prisonnier. Il est arrêté en juin, je pense, et il est assassiné à Saint-Hilaire. Dans l'Indre, le 30 août 1944, 2 maquisards sont tués, à Écueillé Maurice Gauvin, 41 ans, à Levroux Jean Mathurin Tanguy, 18 ans. À Ly, le maquis est stationné dans le parc du château de Sarré. À 2 km près de Couffy, ils détruisent le pont de Soubry. Le lendemain, lors des combats, 3 maquisards sont tués. Ils avaient 20 ans. À Valençay, Raymond Reuillon est tué d'une balle dans la tête à la ferme de la Ferté. Il avait 21 ans. À Poulaine, le maquis FTP de Jean Blondeau affronte une colonne allemande. André Dondat et Eugène Vatan, 2 maquisards ainsi que le fermier Auguste Bizot, 57 ans, sont exécutés. À Veuille, des maquisards affrontent une colonne allemande. 4 résistants sont abattus. Le fermier du château de Veuille, Henri Després, 45 ans, et son fils Gaston, âgé de 16 ans, sont exécutés. Je sais qu'ils arrivaient dans le Juin, c'était passé à Gentilly. On a tenu tête, on a résisté. Et il y avait environ, là, qui ont été regroupés, 300 FTP. Il y en a un qui était à côté de moi, Bouffaut, Marc Bouffaut. C'était un séminariste, d'ailleurs. Je le connaissais depuis longtemps. Il a pris une balle en pleine tête. Guillemets, oui, je le connaissais aussi. Il était lieutenant, lui. Et je connaissais pas leur nom, d'ailleurs. Hein. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas les noms
On avait des surnoms. À partir du moment où j'étais blessé, alors on m'a ramené en me traînant dans le fossé quoi, pour me ramener jusqu'au barrage. Et alors là, je dois la vie à un Allemand. Un Allemand qui était avec nous. Et il avait été récupéré par un de nos camarades qui l'avait amené au maquis avec nous. Alors cet Allemand-là, avec son porte-voix, il a parlé aux autres en allemand. Ça les a tellement surpris qu'on a eu pratiquement le temps, on a eu le temps de passer. Et moi j'étais le dernier à passer, j'ai pris une autre balle dans le gras de la cuisse. Les Allemands brûlent ensuite les fermes de la Ginchère et de Bellefiole, où ils tuent le fermier Émile Perriot, 43 ans. Dans la nuit du 30 au 31 août, un convoi de la Wehrmacht s'arrête à Mareuil. Paul Dollen, le secrétaire de mairie, dissimule les dossiers des jeunes concernés par le STO, documents demandés par les Allemands. Donc il a pris tous les dossiers de ces jeunes gens et il les a emmenés chez lui et cachés dans le tas de charbon. La compagnie du bataillon Comte au château du Bagueret se replie vers Orbigny après avoir capturé un soldat allemand. Ne le voyant pas revenir, les Allemands organisent une expédition punitive à Mareuil. Dans l'après-midi, j'ai vu passer une traction avec à l'intérieur des hommes qui criaient. Donc cette traction arrivait à Mareuil devant la mairie et là les officiers allemands ont grimpé le perron 4 à 4 et se sont présentés au secrétariat. Les Allemands se dirigent ensuite vers la Herpinière, arrêtent, torturent et tuent Louis Lefrappert, 28 ans, et Bernard Courant, 21 ans. Arrivés au Bagueret, ils sont pris sous le feu des maquisards. Au cours du combat, un FFI, Albert Robin, est abattu. Quand les Allemands sont arrivés au château du Bagueret, ils ont arrêté les deux propriétaires, Albert et Jean Cuvelier. Et c'est là qu'ils les ont torturés et tués devant leur château. Albert Cuvelier avait 62 ans, son frère Jean 59. René Tanchou 36 ans, Octave Couratin 64 ans sont fusillés. Le château du Bagueret est brûlé. Au village du Haut-Guéret, la famille Barbier est arrêtée. Et après, il était en rond devant qui nous tenait en joue. Ils nous ont fait sortir, puis ils ont ceinturé mon père. Et ils l'ont même pas... C'était le dernier, ils l'ont ceinturé. Puis on avait fait 40 mètres, ça y était, terminé. Fin août, une nouvelle se répand. Les Américains arrivent. Le maquis est allé au-devant des Américains. Il a pris cette petite route qui passe à Saint-Eusis. Mais manque de peau, quand ils sont tombés sur ceux qui y arrivaient, c'était pas les Américains, c'était les Allemands. Là, à l'endroit où il y a le monument, j'ai un copain qui se trouvait en face là, enfin il y a 2 ans de plus que moi. Et il a attrapé son fusil mitrailleur, il les a tirés comme ça, il a foutu 4 gars en l'air, puis les 2 voitures ont pris feu, il y en a un qui s'est sauvé. Le maquis posté au village du Berquin ouvre le feu. Claude Brault est atteint mortellement. Les Allemands rassemblent les habitants, les menaçant d'être fusillés. Ils ont une liste sur laquelle figurent les noms de Bernard Berthier et de son père. Et ils cherchaient M. Berthier, qui faisait de la résistance. Moi, plus on était à la maison, chez nous, là, en train de manger, ils nous prient et puis ils m'en dit, ils nous faisaient marcher devant eux, comme bouclier. C'est là que j'ai vu. Et puis j'ai vu le petit Brault, qui est mort de ses blessures. Camille Coutan et Jean Thomas, 15 ans, parviennent à s'échapper. 2 civils, Gaston Mazoire de Saint-Eusis et André Morcelet, 44 ans, sont abattus. À Chancol, un service sanitaire soigne activement les blessés. Il y a des femmes qui aidaient le maquis, vous savez, encore s'il y avait besoin des pansements, des machins comme ça. Le 31 août, les Allemands repartent, mais vers 1h du matin, une nouvelle colonne arrive. La nuit, au lieu de renfiler sur Celle, ils ont renfilé la petite route qui vient de Meune. C'est là qu'ils ont vu les autos qui étaient brûlées. Alors, j'ai ma foi, ils sont arrivés, ils ont défoncé la porte. Tout ouvert. Puis ils nous ont emmenés. Jean Thomas, âgé de 15 ans, est emmené, ainsi que son père Pierre Thomas et 4 autres personnes.
Oh, le plus dur, écoutez, c'est de courir les mains comme ça. Alors dès que tu baissais les mains, pam! Il y a un malheureux monsieur qui a été blessé, qu'il avait emmené avec nous dans la guerre de 14. Alors là, ça faisait pitié à voir aussi. Ils l'ont fait tomber, il a perdu ses sabots. Il avait des genres de sabots en caoutchouc. Il a fait la route presque pieds nus. Partout qu'il mettait les pieds, vous voyez le sang. Louis Douvoux, âgé de 60 ans, fera les 18 km pieds nus. Au matin, les otages arrivent au château de Valette à Saint-Julien-sur-Cher, où durant 3 heures, un général les soumet à un interrogatoire. Et moi, ils m'ont dit, je ne sais pas combien de fois, dites, vous en connaissez certainement, des gens du maquis. Le lendemain qu'on était pris, lui, la Baluche, il est venu au château de Varette. Là, je me rappelle du nom, c'est un Varette qui nous avait emmenés pour voir s'il ne pouvait pas essayer de nous libérer. Dans le parc du château de Bel-Air, 2 FFI du maquis de Loreux, Maurice Mariotte, 33 ans, Olivier Rocher, 31 ans, sont obligés de creuser la fosse devant laquelle ils seront fusillés. Sur les berges du Cher, 5 Allemands pris à partie par des résistants ripostent. Georges Frideloup, un maquisard de 30 ans, est tué. Il était avec nous dans le groupe, il faisait le long d'un mur, puis il s'est relevé, puis les Allemands l'ont tué. Les Allemands arrivent et mitraillent les gens sur leur passage. Arnaldo Canton, un des premiers résistants du secteur, est tué à l'âge de 41 ans. C'est là d'ailleurs qu'ils ont récupéré, qu'ils ont abattu Pierre Cotreau et Roger Lefebvre devant chez ma mère. Le 4 septembre, les maquisards défilent à Saint-Aignan, Celles-sur-Cher et Menthaux-sur-Cher. À Chabris, René Toupet, président du comité de libération, prend la parole. À Saint-Georges-sur-Cher, les résistants reçoivent une délégation américaine venue d'Amboise. Tous les FTP sont rentrés dans Vierzon, ce qui veut dire que Vierzon a été libéré le 4 septembre, mais les Vierzonais ne l'ont su que le 5 septembre au matin, ils se sont réveillés libres. Plus d'1,5 million de prisonniers de guerre français sont encore en Allemagne, ainsi que 600 000 travailleurs requis par le STO et plus de 150 000 déportés. En octobre 1944, Yvette Raymond, qui vient d'avoir 20 ans, travaille dans une usine d'armement près de Ravensbrück. Le Meister, c'est-à-dire un Allemand civil qui nous dirigeait, il était toujours après moi, et feignant, et faul, etc. Oh, j'ai dit, alors là, dans mon charabia allemand et tout ça, j'ai dit, j'ai travaillé contre vous, c'est pas pour travailler pour vous. J'avais un abcès dans le dos. Elle m'a frappé jusqu'à ce que je tombe par terre. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Alors, les capots, ce sont des déportés qui, pour avoir de la nourriture, aidaient les officiers. Et c'est une capot qui m'a tapé jusqu'à ce que je tombe. Michel Meignier de Vallières-les-Grandes, déporté pendant 27 mois, témoigne. Ils l'ont passé avec un chariot qui était plein de cadavres, qu'il a emmené au four crématoire. Mais dans le tas de cadavres, il y en a un qui a levé le bras. Je dis, c'est pas possible, ils les font brûler tout vivant. Alors ils vous prenaient pour rien. Moi, je me rappelle d'une pendaison à un Polonais qui avait volé un chou. Et il était pendu pour ça. J'ai mangé de tout. De l'herbe. J'ai mangé du chien. Cru. Ils nous ont évacués du camp le 28 avril. Ils nous ont mis sur la route, la route de la mort, comme ils disent, là, puisqu'on était dirigés vers la mer du Nord. Donc, on a marché à peu près jusqu'au 1er mai que les Russes sont arrivés.
On d'essayer de ne pas tomber surtout. Parce que si on tombait, il y avait non seulement, on était accompagné des filles, des officiers, mais il y avait aussi des soldats qui étaient armés. Alors si on tombait, c'était pas la peine d'essayer de se relever. Hein. On était tout de suite... Maurice Papon, de juillet 1942 à juin 1944, a fait déporter 1600 juifs vers Auschwitz. Après la guerre, il deviendra de 1978 à 1981 ministre du budget dans le gouvernement de Raymond Barre. Paul Touvier, responsable de la milice, a fait assassiner le président de la Ligue des droits de l'homme et son épouse, ainsi que 7 juifs à Rieux, près de Lyon. Après la libération, il sera protégé par des ecclésiastiques, puis obtiendra la grâce du président Georges Pompidou.